Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de ce journal. Donald Trump a ouvert la porte à une intervention étrangère dans les élections de 2020. C'est ce qu'estiment les démocrates au Congrès qui, après 2 semaines de repos, ont repris leur enquête sur une éventuelle mise en accusation du président américain. L'Amérique perd un défenseur acharné des droits civiques. Elijah Cummings, élu du Maryland à la Chambre des représentants, est décédé à Baltimore. Il avait 68 ans. Au Mozambique, le décompte des bulletins de vote se poursuivait ce jeudi à la mi-journée suite à un scrutin déroulé dans le calme, selon les observateurs. Bonsoir. Actualité oblige, ouvrons ce journal par la Turquie. Le pays va mettre fin à son offensive en Syrie après un retrait des forces kurdes. C'est l'essentiel d'un accord de cessez-le-feu temporaire intervenu à la suite des entretiens du vice-président américain Mike Pence avec le président Erdogan à Ankara. Les Kurdes auront 5 jours pour se retirer de la zone de sécurité prévue dans cet accord. Des millions de vies vont être épargnés, a estimé le président des États-Unis. Trump va par ailleurs abroger les sanctions contre la Turquie après un cessez-le-feu en Syrie donc. L'enquête en vue d'une éventuelle destitution du président Donald Trump s'est intensifiée avec le retour des parlementaires au Capitole après une suspension de 2 semaines. Les démocrates estiment que Trump a ouvert la porte à une intervention étrangère dans les élections de 2020, ce que rejette le président américain. Le point avec Lionel Gaïma. La semaine a été bien remplie pour les démocrates au Congrès. Beaucoup d'anciens responsables de l'administration Trump ont témoigné à huis clos. Je ne pense pas que nous ayons atteint notre objectif pour le moment. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire et nous sommes en train de les faire. Une plainte d'un lanceur d'alerte accuse le président Trump d'avoir suspendu une aide américaine à l'Ukraine en échange d'une enquête sur son rival Joe Biden et son fils Hunter. C'est la raison pour la commission du renseignement de la Chambre d'exiger des informations supplémentaires que le pouvoir exécutif refuse de donner. Les arguments en faveur de l'obstruction au Congrès continuent de se développer. Le président Trump affirme qu'il ne va pas coopérer tant que les démocrates n'auront pas tenu un vote pour officialiser leur enquête. C'est un jeu pour saper l'autorité du Congrès, d'après les dirigeants démocrates. Nous ne sommes pas ici pour faire du bluff, nous sommes ici pour trouver la vérité, pour faire respecter la Constitution. Mais le président accuse Nancy Pelosi et les démocrates de faire un jeu politique. C'est juste complètement fou. Tout ce que vous avez à faire, c'est lire la transcription de l'appel. Lisez-le. C'est un cas simple et ouvert. Ils sont désespérés parce qu'ils savent qu'ils vont perdre l'élection. Les démocrates subissent des pressions pour organiser un vote avant la fin de l'année pour ne pas empiéter sur le début officiel de la campagne présidentielle en février prochain. Toujours ici aux États-Unis, et triste nouvelle cette fois-ci, le député Elijah Cummings, représentant du Maryland au Congrès américain, est décédé ce jeudi à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore de complications liées à des problèmes de santé de longue date, selon un communiqué. Arzuma Compaoré nous en dit un peu plus sur ce leader renommé pour sa défense des droits civiques. Et cette fois, tous nos votes seront comptés.
Il s'est battu pour Baltimore, sa ville, et pour les droits civiques. Elijah Cummings a siégé au Congrès depuis 1996. Les gens souffrent et meurent alors même que nous discutons aujourd'hui. C'est un crime grave. Élu noir, emblématique de la Chambre basse et président de la puissante commission de supervision de l'exécutif, il occupait un rôle central dans l'enquête sur Donald Trump, dont les démocrates souhaitent la destitution. Il s'était souvent opposé au président américain ces derniers mois. L'une des nombreuses choses que j'ai dites au président Trump est que le plus beau cadeau que vous et moi puissions offrir à nos enfants, Monsieur le Président, est de veiller à ce que nous leur donnions une démocratie intacte. Cummings et le président Trump se sont affrontés à plusieurs reprises, y compris cet été, lorsque Trump a tweeté que Baltimore était infesté de rats et autres rongeurs. Cummings, défendant sa ville, avait qualifié un tel langage de raciste, venant surtout de dirigeants nationaux. Il a également confronté le président Trump lorsque celui-ci a attaqué 4 femmes de couleur faisant leur entrée au Congrès, affirmant qu'elles devraient retourner dans les pays dont il a dit qu'elles étaient originaires. Lorsque le président agit de la sorte, cela fait ressurgir des sentiments vieux d'une 50aine d'années. Et c'est très très douloureux. C'est une source de division et je ne pense pas que cela soit digne du président des États-Unis d'Amérique, le leader du monde entier. La présidente de la Chambre basse a dit de lui dans son adresse hebdomadaire qu'il était comme une étoile polaire. Il a vécu le rêve américain et il le voulait pour tout le monde. Il s'exprimait avec une clarté et une intégrité morale inégalée lorsqu'il prenait la parole lors de nos assemblées. Elijah Cummings était un puissant démocrate, connu pour sa voix tonitruante et son intrépidité. Il est mort à 68 ans. Condoléances donc à la famille du disparu. Dans l'actualité également ce soir, le décompte des bulletins de vote se poursuit au Mozambique au lendemain d'un scrutin qui, selon les observateurs nationaux et internationaux, s'est déroulé généralement dans le calme. Néanmoins, ces mêmes observateurs semblent mettre aujourd'hui un bémol à leur déclaration. Gabi Dorsil explique. Les observateurs, particulièrement ceux de l'Union européenne, font remarquer que la campagne qui a précédé le vote du 15 octobre au Mozambique était source de crainte. Même si nous n'avons pas enregistré d'incident majeur le jour du vote, la phase de préparation était une fois de plus difficile. Les chances n'étaient pas égales partout et cela a provoqué des disputes. Le parti Frelimo du président Filipe Nyusi, qui dirige le pays depuis l'indépendance en 1975, devrait remporter les élections qui ont eu lieu mardi. Mais des inquiétudes persistent et l'on réclame justice avant même la publication des résultats. Immédiatement avant ces élections, il y a eu des actes de violence, d'intimidation et même des meurtres, y compris celui de l'une des personnalités les plus en vue du secteur de l'observation électorale au Mozambique, Anastácio Matavel. Nous condamnons fermement de tels actes et les responsables présumés devaient être traduits en justice. Les chances n'étaient pas égales partout durant la campagne, parce que le parti au pouvoir avait l'avantage dans toutes les provinces, exploitant sa position officielle, y compris l'usage injustifié des ressources de l'État, plus de policiers pour sa protection et davantage d'espace dans les médias. Le vote de cette semaine a été perçu comme un test décisif pour un accord de paix conclu en août dernier entre le Frelimo au pouvoir et la Renamo, un groupe rebelle devenu le principal parti de l'opposition au Mozambique. Au Bénin, Patrice Talon a rencontré ce jeudi la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Il était question pour le président béninois d'ouvrir la voie à la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique tenu du 10 au 12 octobre dernier au Palais des Congrès à Cotonou. Parmi les points de consensus sur lesquels il est revenu, il y a notamment, selon le site acotonou.com, la mise en place dans le processus de l'élection présidentielle d'un mécanisme de parrainage par des élus politiques et l'effectivité du financement public des partis politiques avec un effet immédiat en faveur de tous les partis enregistrés. La force régionale du G5 Sahel a repris début octobre ses opérations militaires après plusieurs mois d'arrêt. C'est ce qu'affirme ce jeudi un communiqué de ce groupe anti-djihadiste qui fait état d'une importante saisie d'armes
dans le nord du Niger. Lancée en 2015 et réactivée en 2017, la force conjointe du G5 Sahel compte 5000 hommes et compte également au sein de son groupe donc, de la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. La plus récente opération du G5 Sahel a été menée du 1er au 10 octobre par le bataillon nigérien de Madama dans le nord du pays. En Guinée, le calme régnait ce jeudi dans la capitale Conakry après une circulation fluide et quelques magasins qui ont rouvert après 3 jours de manifestations contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Le gouvernement a finalement reconnu la mort de 9 personnes. Le Front national pour la défense de la Constitution, coalition de partis d'opposition, de syndicats et d'associations de la société civile, à l'origine des manifestations, avait appelé les Guinéens à observer une journée ville morte sur l'ensemble du territoire. Aucun tir d'armes à feu ou de grenades lacrymogènes n'a été entendu dans les fiefs de l'opposition en banlieue où la tension avait été la plus vive. Le président kényan Uhuru Kenyatta a officiellement inauguré mercredi une ligne de chemin de fer de 120 km entre Nairobi et Soissons. Ce segment, dont le coût s'élève à 1,5 milliard de dollars, a été financé et exécuté par la Chine. Il compte 12 gares sur son tracé et rejoint une autre ligne de 3,2 milliards de dollars, également construite sur fond chinois, qui depuis 2017 connecte Mombasa à la capitale Nairobi. L'un des avantages immédiats attendus, selon les experts, sera une réduction significative des coûts du fret du port de Mombasa vers des pays tels que l'Ouganda, le Sud-Soudan, le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie. Accord trouvé et aussitôt remis en cause. Les négociateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni ont trouvé un compromis sur le Brexit en attendant les votes des parlements européens et britanniques. Mais les points d'achoppement, les statuts de l'Irlande et l'Irlande du Nord continue de diviser côté britannique, rendant improbable le passage du texte au Parlement britannique ce samedi. Yacouba Ouedraogo. Nous en avons un, c'est par ce tweet que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a annoncé la nouvelle d'un accord sur le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. S'en est suivi une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre britannique pour rendre public le fruit des négociations. Cet accord signifie qu'il n'a pas besoin d'une quelconque prolongation. C'est juste, équilibré, c'est un témoignage de notre engagement à trouver des solutions. Même son de cloche côté britannique, dont le Premier ministre a exhorté les députés à soutenir cet accord pour faire aboutir le Brexit le 31 octobre. Je pense que c'est un très bon accord, à la fois pour l'UE et pour le Royaume-Uni. C'est un compromis raisonnable et équitable qui reflète le grand travail abattu par les deux parties. Le compromis trouvé permet à l'Irlande du Nord de rester dans le territoire douanier britannique. Il établit des règles douanières particulières pour les marchandises arrivant en Irlande du Nord, selon qu'elles sont destinées à y rester ou à passer dans le marché unique européen. L'accord prévoit aussi le consentement des autorités nord-irlandaises sur la poursuite de l'application de certaines règles de l'Union européenne dans leur territoire. C'est justement sur ces deux points que le parti unioniste nord-irlandais, allié clé du parti conservateur de Boris Johnson, marque sa désapprobation, tout comme le parti travailliste. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas soutenir cet accord et nous y opposerons au Parlement samedi. Le vote est prévu pour ce samedi. Si l'accord de retrait est adopté, il introduira une période de transition jusqu'à décembre 2020 pour un départ en douceur. Le nombre de victimes civiles en Afghanistan a atteint un niveau sans précédent lors du 3e trimestre de cette année. C'est ce qu'annonce l'ONU. La mission onusienne dans le pays a recensé 1174 civils tués et plus de 3000 blessés en 3 mois, soit le plus grand nombre de victimes enregistrées depuis le début du décompte systématique en 2009. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct sur Washington.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington. Les titres de cette seconde partie de votre journal. 14 milliards de dollars pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est la promesse faite par les donateurs lors de la conférence de Lyon en France. Retour sur l'importance et les enjeux de cette conférence dans notre chronique santé. Ils sont pour la plupart venus du Mali, du Sénégal ou d'autres pays africains. Ils sont vendeurs à la sauvette dans la ville de New York. Dili Diko est allé à la rencontre de ces Africains qui poursuivent eux aussi le rêve américain. En sport, Patrick Day est mort. Le boxeur américain, victime d'un violent chaos samedi lors d'un combat à Chicago, n'a pas survécu après son opération cérébrale. Nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, nous parlons santé et c'est avec notre collègue Mouamadou Oumfa. Bonsoir Mouamadou. Bonsoir John. Nous revenons ce soir sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. D'abord, c'est quoi ce fonds et pourquoi ces trois maladies? En fait, le Fonds mondial, c'est une fondation, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est une fondation à but non lucratif qui regroupe des pays membres et des acteurs du secteur privé qui interviennent comme des donateurs dans le but de mettre un terme à ces trois maladies. Alors l'idée avait été évoquée lors du sommet du G8 à Okinawa au Japon, c'était en 2000, mais c'est lors du sommet du G8 à Gênes, en Italie, en juillet 2001, que le fonds a été approuvé et officiellement a vu le jour en janvier 2002. Alors le fonds a pour but de mettre un terme aux trois maladies qui portent son nom. Et pourquoi ces trois maladies? Eh bien, ce sont les pandémies qui faisaient le plus de victimes au moment de sa création. Aujourd'hui encore, les trois pandémies font près de 3 millions de morts par an, selon les chiffres du fonds. Alors, en 2018, près de 38 millions de personnes vivaient avec le VIH-Sida et ces trois maladies constituent donc une menace pour la santé mondiale, la promesse du fonds. Et donc d'en finir avec les trois épidémies qu'elles occasionnent d'ici 2030 et on espère que toute cette mobilisation va permettre d'y arriver. Alors, les 9 et 10 octobre dernier à Lyon en France, le fonds a atteint son objectif de récolter 14 milliards de dollars. Dites-nous comment ça va se passer, comment bénéficier de ces fonds? Oui, précision importante, il faut indiquer que les donateurs ne sont pas venus avec de l'argent frais, ce sont des promesses de financement et ça se passe ainsi tous les 3 ans. La 5e conférence a eu lieu à Montréal en 2016, la conférence de Lyon de 2017, levée des fonds pour les années 2020, 2021 et 2022. Alors plusieurs pays ont promis des fonds avec les États-Unis qui sont le plus grand donateur et qui ont promis 4,6 milliards sur les 3 ans, soit environ 33% des 14 milliards qui sont attendus. Cependant, la somme allouée à chaque pays est pour l'essentiel fonction de deux choses, la charge de morbidité et ses capacités économiques. Alors l'Afrique est bénéficiaire de plus de la moitié des fonds. En tout cas, pour les 3 dernières années, 72% des décaissements ont été alloués à des projets de lutte contre les 3 maladies sur le continent. Alors pour vous donner une idée des projets, en 2018, par exemple, il y a eu 131 millions de moustiquaires distribués. Il y a 18,9 millions de personnes qui étaient sous traitement antirétroviral contre le VIH. 5,3 millions de personnes étaient traitées contre la tuberculose. Bien sûr, l'argent est décaissé pour les projets en Afrique, mais il faut bien préciser que c'est pour acheter des médicaments et autres intrants. Et donc, les firmes pharmaceutiques occidentales, généralement, ont intérêt à ce que ces fonds soient levés. Alors, la question, comment bénéficier de ces fonds? Si vous êtes une ONG et que vous avez des idées de projets, il faut vous rapprocher autour de ce qu'on appelle l'instance de coordination nationale du pays. Ce sont ces instances qui présentent les demandes de financement et c'est le conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le VIH et le paludisme qui approuve ces demandes de financement. Merci Mouamadou Oumfa pour toutes ces informations utiles et on se retrouve jeudi. Jeudi prochain.
Venus pour la plupart du Sénégal et du Mali, les vendeurs à la sauvette africains essayent tant bien que mal de s'en sortir dans les rues de New York. Ils viennent aux États-Unis pour pouvoir à leur tour croquer un petit bout du rêve américain. Postés aux endroits touristiques de la ville, ils vendent toutes sortes de marchandises, des objets de souvenirs aux sacs de contrefaçon, en passant par les accessoires saisonniers comme les lunettes de soleil ou les parapluies. Dili Diko, notre correspondante à New York, est allée à leur rencontre. Découvrons. De jour comme de nuit, les vendeurs à la sauvette africains essayent de gagner leur pain, mais aussi celui de leur famille restée à Dakar, Bamako, Conakry ou ailleurs. Ils sont le symbole de l'Africain parti en Occident pour essayer de trouver un avenir meilleur. Ils sont aussi le symbole d'une mondialisation hétérogène où les disparités sont telles que près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de $2 par jour. Cela fait un peu plus d'un an que Samba est arrivé à New York pour tenter sa chance et en finir avec la routine des salaires impayés. Je suis venu ici parce qu'au pays j'étais fonctionnaire, mais la charge que j'avais au pays, mon salaire ne me permet pas de subsister à tous mes besoins. Donc j'ai décidé de venir pour avoir un peu du meilleur. Le salaire, si c'était stable, je n'allais pas abandonner. Moi, je vois que ce que je gagne ici, bien vrai que c'est très difficile d'en arriver, mais ce que je gagne ici, le tiers, je ne le gagnais pas au Sénégal. Je suis mieux à l'aise qu'ici au Sénégal. Membre de la gendarmerie sénégalaise, Samba a servi comme casque bleu en RDC, en Haïti et plus récemment au Mali. Malgré le fait qu'il n'était pas au chômage, à moyen terme, un avenir de vendeur à la sauvette semblait plus attrayant que celui de petit fonctionnaire. Au cours de ce même après-midi, à 2 blocs de l'étalage de fortune de Samba, 3 compatriotes ont été arrêtés par la police alors qu'ils vendaient des sacs et des porte-monnaies de contrefaçon. Environ 1 heure après cette arrestation, 2 policiers sont passés devant Samba, mais ils ont fait fi de lui. Il explique son coup de bol et la raison pour laquelle il fait ce métier qui demande d'être en constante alerte. En général, si on voit, c'est presque tous les policiers, si on les voit venir, par signe de respect, on ferme les bagages. Mais il y a une police qui est particulièrement ici pour ce genre de travail, parce que vous savez bien que ce qu'on fait là, c'est interdit. Donc on le fait de gré, ou bien, je ne dirais pas de gré, mais je te dirais qu'on le fait parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Donc c'est mieux que d'aller voler pour moi. La nécessité et le fait de n'avoir d'autre choix sont les points communs qui poussent les vendeurs à la sauvette à vivre de la vente illégale. Que ce soit à Paris, Barcelone ou New York, le quotidien des vendeurs ambulants est le même. Marchander, réussir une transaction, courir à en perdre le souffle, trimballer parfois jusqu'à 30 kilos de marchandises et se planquer, la peur au ventre en attendant la fin du raid. Puis lorsque l'alerte est levée, rebelote, les activités reprennent. Pourtant, ce ne sont pas tous les vendeurs de rue qui doivent prendre leurs jambes à leur cou quand la police est dans les parages. Certains ont trouvé des astuces pour contourner le système et vendre dans un cadre légal. T, un vétéran américain qui a demandé à être appelé par la première lettre de son prénom, est le partenaire de ce Malien qui n'a pas souhaité s'exprimer face à la caméra. Les 2 hommes partagent cet étal multicolore plein de pochettes et de protections pour smartphone, un partenariat qui leur convient à tous les 2. Si vous ne voulez pas payer la marchandise, alors vous pouvez avoir un partenaire. Si vous souhaitez payer la marchandise, vous n'avez pas besoin d'un partenaire. Moi, je suis titulaire d'une licence de vente. Du coup, ce que je fais habituellement, c'est que je m'associe avec une personne qui a la marchandise. Je travaille pour cette personne, qui me paie un pourcentage des profits, et c'est ainsi que cela fonctionne. Mon job est tout simplement d'obtenir la licence et de l'aider à vendre. Et le sien est d'acheter la marchandise et de la vendre également. Ces partenariats atypiques s'expliquent par le fait que les vétérans américains ont des facilités à obtenir les licences de vente. Cette dynamique obéit à 2 règles, dont l'une est implicite. La première veut que les marchandises vendues ne soient pas des contrefaçons et la seconde règle sous-entend que les produits vendus ne soient pas tombés du camion.
Pour ceux qui, à l'instar de ce vendeur malien, n'ont pas eu la chance ou la possibilité de s'associer à un vétéran, ils n'ont d'autre choix que de faire comme Samba et de devoir tout embarquer dans une couverture dès que la police pointe son nez. Dili Diko, VOA, New York. Lui, son pain, il le gagne bien en traitant de l'actualité sportive. Il est là ce soir, Yacouba Ouedraogo, pour nous parler de boxe et de foot. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, je vous parle de football pour commencer. Idrissa Gana Gueye s'est blessé et sera absent pendant 10 jours. Le milieu international sénégalais du Paris Saint-Germain souffre d'une contracture aux ischio-jambiers et manquera donc les 10 prochains jours d'entraînement. Gana Gueye, 30 ans, arrivé à Paris l'été dernier en provenance d'Everton, va donc manquer le voyage à Nice demain pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 et le déplacement à Bruges mardi. En Ligue des Champions, le club parisien a déjà perdu lors de la trêve internationale sa superstar Neymar pour les 4 prochaines semaines. Gana Gueye, qui a disputé 8 matchs dans lesquels son club n'a jamais perdu ni encaissé le moindre but, pourrait aussi rater le Classico du championnat de France opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille le 27 octobre à Paris. Et puis, Gianni Infantino tape du poing sur la table. Le président de la FIFA veut une interdiction mondiale de stade contre le racisme. Infantino a plaidé en faveur d'une interdiction mondiale de stade pour les spectateurs coupables d'actes racistes. 3 jours seulement après les incendies lors du match Bulgarie-Angleterre. Lundi, le match de qualification à l'Euro 2020 entre la Bulgarie et l'Angleterre à Sofia a été interrompu 2 fois après des actes racistes visant des joueurs noirs de l'équipe anglaise. Le président de la FIFA a assuré qu'il est désormais facile d'identifier les auteurs de ces actes grâce aux caméras dans les stades. Ils doivent être arrêtés, expulsés des stades, ne plus être autorisés à y rentrer et des procédures judiciaires doivent être lancées contre eux, a affirmé Gianni Infantino. Et puis, cette triste nouvelle pour finir, John vous l'annonçait en titre, Patrick Day est mort. Le boxeur américain, victime d'un violent chaos samedi, est mort à 27 ans des suites de sa lésion cérébrale. C'est au 10e round que Patrick Day a subi son chaos à Chicago lors d'un combat des super welter contre son compatriote Charles Cowell. Sa tête a lourdement heurté le tapis. Ce combat marquait son retour sur un ring après une défaite en juin, sa 4e en 22 combats durant sa carrière professionnelle débutée en 2013. Day est le 3e boxeur professionnel à mourir des suites de blessures sur un ring cette année, après l'Argentin Hugo Santillan, décédé en juillet, 2 jours seulement après la mort du Russe Maxime Dadachev. Je pose donc en paix, champion, et à vous, on se dit à demain. À demain, Yacouba. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir.